Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire clusif consacré au due diligence cyber dans les opérations de fusion-acquisition. Je suis Antoine Bajolet, administrateur du clusif et co-animateur de l'espace responsable cyber. Et donc, nous allons parler des opérations de fusion-acquisition. Dans ces opérations, une évaluation approfondie de la société achetée est nécessaire pour l'acheteur pour affiner le montant de l'opération, voire sa viabilité. Or, aujourd'hui, comme vous le savez, le risque et l'environnement de cybersécurité peut avoir une influence très forte sur la valeur de l'opération, voire sur sa réalisation. Pour échanger sur cette problématique avec nous, nous recevons aujourd'hui Romain Dessestret. Vous êtes, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes senior directeur à FTI Consulting, cabinet de conseil spécialisé en investigation financière, communication, cybersécurité et principalement dans le cadre des fusions-acquisitions. Exactement. Et également donc Emmanuel Ronco, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes partenaire du cabinet d'avocats Herbert Smith Freehill Kramer, spécialisé en fusion-acquisition et droit du numérique et de la cybersécurité. Absolument. Je suis très heureux de vous recevoir au nom du Clusif. Et donc, nous allons commencer par la première question. Romain, dans votre expérience, quel est le poids de la cyber dans la valeur d'une opération de fusion-acquisition ? Dans la valeur, en fait, on estime aujourd'hui que c'est un risque sous-estimé parce que la cybersécurité a un poids dans la valeur financière de l'opération, la valeur financière potentielle de la société cible. Et on considère aujourd'hui qu'il y a qu'environ 10% des due diligence globales qui incluent un volet cybersécurité. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui est important, c'est que dans cette partie de 10%, eh bien, il y en a un peu plus d'une sur deux de transactions qui va être soit suspendue, soit abandonnée à cause d'un problème lié à la cybersécurité de la cible. Donc ça représente un coût caché pour ces structures, puisqu'en fait, si elles ne l'ont pas, cette due diligence, elles n'ont pas cette information, que ce soit l'acquéreur ou le vendeur. Et donc l'objectif majeur d'une cyber due diligence, ça va être, d'une due diligence d'une manière générale, ça va être de sécuriser la valeur de la transaction. Donc ça, c'est le premier point sur la valeur elle-même. Et puis, il y a un poids cyber lié à l'information ou à la transaction elle-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une information est rendue publique sur le fait qu'une société va être mise en vente ou va être achetée, eh bien ce qu'on voit, c'est que les responsables de la sécurité de l'information des entreprises concernées, ils observent des augmentations d'attaques, de tentatives d'attaque, qui vont jusqu'à 4 fois ce qu'ils ont l'habitude d'observer hors cadre finalement, qui va précéder une opération de fusion-acquisition. Effectivement, c'est considérable, 4 fois plus de menaces. Et ce n'est pas le seul risque. Emmanuel, qu'est-ce que selon vous la cyber ajoute en difficulté, et notamment sur le plan juridique ? Alors, ce que vient de décrire Romain se ressent à peu près exactement dans le domaine réglementaire. C'est-à-dire qu'on a vu surgir depuis à peu près 7 ans un millefeuille réglementaire qui est illustré par la slide que vous pouvez voir. La première couche par laquelle on commence toujours, c'est le RGPD. Celui-ci est applicable depuis 2018 et porte sur les données personnelles. Et en plus, il a une portée extraterritoriale. Donc, même si on a une cible qui n'est pas forcément en Europe, il est possible qu'il s'applique. Il emporte des sanctions assez considérables, puisqu'elles sont calculées sur la base du chiffre d'affaires, et elles peuvent varier, leur maximum peut varier entre 2% et 4% du chiffre d'affaires mondial du groupe. Et il comporte un piège, ce RGPD, c'est que l'assiette de ce chiffre d'affaires va augmenter après l'acquisition, puisque la cible va être inclue dans le périmètre de ce calcul. Après, on a d'autres types de règlements. Le règlement sur les abus de marché, le MAR en anglais, qui porte sur les sociétés cotées et qui peut impliquer des notifications au marché en cas d'incident de cybersécurité. NIS 2, qui n'est pas encore transposé en droit français, même si on l'attend assez rapidement maintenant, puisque ça fait depuis 2024 que ça aurait dû être le cas, qu'on a été relancé par la Commission européenne en mai 2025 pour la transposition, qui porte sur les infrastructures essentielles. Le règlement DORA, qui est le pendant de NIS 2, mais pour les sociétés dans le domaine financier.
On a l'AI Act, le règlement sur l'intelligence artificielle, qui s'applique au fur et à mesure depuis l'année dernière et qui va continuer à s'appliquer jusqu'en 2027 avec une grande échéance sur les systèmes d'IA à haut risque en 2026, en août. Et on a toute une série de règlements sur la résilience, le CRA par exemple, qui porte sur le cycle de vie des produits, et des règlements qui sont sectoriels, notamment dans le domaine de l'aviation. Mais ça, c'est juste un schéma incomplet. Il faut aussi voir que ça s'applique, les problématiques de règlement s'appliquent à l'international. Parce qu'en Europe, on a le système probablement le plus complexe, mais il y en a d'autres. Donc selon la cible qui peut avoir des activités à l'étranger, ces règlements peuvent aussi avoir vocation à s'appliquer. Aux États-Unis, on va trouver non pas une réglementation comme le RGPD global, holistique sur les données personnelles, mais on va trouver quand même une série de règlements sur les données de santé, par exemple. Pour les sociétés cotées, les incidents de cybersécurité peuvent devoir faire l'objet d'une notification selon le règlement de la SEC. En Chine, au Brésil, en Corée, au Japon, il y a des réglementations similaires au RGPD, mais en fait, il y en a un peu partout et ça commence à exploser aussi à l'international. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention dans le cadre des audits. Donc déjà à la base une problématique autour de la cyber et de la réglementation qui touche à la cyber extrêmement forte. Et puis bien une opération de fusion-acquisition se déroule en plusieurs phases. Et donc pour nos auditeurs à distance, nous allons peut-être les détailler. Emmanuel, pouvez-vous nous décrire quelles sont les différentes phases principales d'une opération de fusion-acquisition? Bien sûr, on va distinguer 3 grandes phases. La première phase évidente, c'est celle avant la signature du contrat d'acquisition. Donc c'est la phase où les 2 parties, ou peut-être plus que 2 parties, si jamais il y a des enchères ou s'il y a plusieurs acteurs qui veulent enchérir, vont se regarder, s'analyser. C'est la phase de due diligence. Une due diligence qui va être à la fois financière, juridique, mais aussi opérationnelle. Ça, c'est une phase critique, puisqu'on va recueillir pendant cette phase toutes les informations qui vont nourrir à la fois la négociation, donc du contrat d'acquisition, mais aussi la phase intermédiaire entre la signature du contrat et la réalisation, puisque pendant cette phase-là, il y a des choses qui vont se passer, et puis surtout après, quand la réalisation de l'opération aura lieu, ce qu'il se passera pour l'intégration de l'entreprise, notamment au niveau cybersécurité. La deuxième phase, j'y ai fait allusion, c'est la phase intermédiaire après la signature, jusqu'à la réalisation de l'opération. En général, les deux ne sont pas simultanés pour des raisons réglementaires. Il y a souvent des notifications ou des autorisations qui doivent être acquises pendant cette phase-là, ce qui fait qu'on ne peut pas immédiatement acquérir l'entreprise. Et c'est pendant cette phase-là, comme Romain l'a dit, que des failles de cybersécurité peuvent se révéler parce qu'il y a de plus en plus d'attaques après l'annonce au marché du fait que le contrat a été signé. Justement, Romain, en pratique, sur cette présignature, qu'est-ce qu'on doit évaluer? Alors, l'objectif de la présignature, donc sur cette analyse opérationnelle de la cybersécurité, ce qui est important, c'est d'avoir la vue la plus objective et la plus large à 360 degrés de la posture cybersécurité de la cible. Donc pour ça, on va s'intéresser à tout ce qu'il est possible de regarder. Il faut avoir en tête que pendant cette phase de présignature, les informations qui sont disponibles ne sont pas forcément complètes, c'est-à-dire que la société cible va partager un certain nombre d'éléments, mais peut-être pas l'intégralité, parce qu'il y a aussi encore des sujets de confidentialité qui sont liés à la due diligence elle-même qui seront abordés un peu plus tard. Mais ce qu'on va chercher, c'est obtenir un niveau objectif et mesurable de niveau de maturité, chercher les surfaces d'attaque, toute la surface d'attaque externe qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette société, et cette surface d'attaque externe inclut une analyse du dark web et du deep web, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir trouver un certain nombre d'éléments liés à des fuites de données qui ne sont pas forcément liées à la cible elle-même. Je pense par exemple à des fuites de données de compagnies aériennes, de services de streaming par exemple, sur lesquels on va pouvoir trouver des informations sur les employés de la cible qui indiquent une compromission à un instant donné. Et à partir de là, ce qui est important, c'est d'établir le niveau de risque et de fournir cette information. D'un point de vue plus concret,
ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle des signaux d'alerte. Donc des signaux d'alerte, il y en a beaucoup. Ils sont répartis en différentes catégories. Ils sont basés sur des standards et des normes internationales, comme le NIST ou le CIS, par exemple. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont mis en avant et qui sont réellement importants. Notamment l'inventaire des actifs. Je pense à l'inventaire des actifs d'un point de vue informatique, mais aussi d'un point de vue informatique industriel, parce que c'est important. Sans avoir la connaissance de ces actifs, il est difficile, voire impossible de les protéger correctement. Et ensuite, on va avoir un certain nombre de critères, comme l'authentification multifacteur, qui est extrêmement importante, la gestion des vulnérabilités, la gestion des incidents. Emmanuel l'a évoqué dans des cadres, qui fait aussi partie de cadres législatifs précis. Et en fonction de tous ces éléments, tous ces signaux d'alerte qu'on va identifier, eh bien on va fournir un niveau de maturité qui est le plus objectif possible sur une échelle qui est normée et qui est définie à la base, établir potentiellement une cible de maturité que la société en cours d'acquisition qui fait l'objet de la transaction devrait atteindre à long terme pour s'assurer d'un bon niveau de sécurité et potentiellement aussi, en fonction du type de structure, en fonction du cadre réglementaire qui va s'appliquer, eh bien, indiquer les éléments propres à la sécurité, par exemple par rapport à la directive NIS2 qui est en cours de transposition en France, mais qui l'est déjà dans d'autres pays européens, pour donner cette information à l'acquéreur et afin qu'il puisse finalement prendre sa décision de la manière la plus éclairée possible et adapter la valeur de la transaction. Tous ces constats liés à la diligence cyber en elle-même ont une influence sur le préaccord. Emmanuel, de quelle manière le préaccord peut être influencé par les résultats de cette due diligence? Il est fondamental qu'on travaille ensemble. Les personnes qui font de la due diligence cyber, la cible souvent qui est impliquée, et les personnes qui travaillent dans la RSSI de l'acquéreur, tout ça dépend aussi de quel côté on se place, évidemment de la table. Mais regarder des politiques, c'est une chose très intéressante qu'on fait tout le temps, mais savoir comment ça marche en pratique, c'est beaucoup mieux. Donc on a besoin de faire des expert sessions pour clore le cercle entre ce que vous avez trouvé et ce qu'on peut traduire juridiquement avec ces découvertes. Comment est-ce que ça se traduit? Il y a à la fois une traduction dans l'alerte vis-à-vis de l'acquéreur ou, si jamais on agit pour le vendeur, la mise en conformité potentielle de failles qu'on a pu trouver avant la signature de l'opération, tout ça pour augmenter la valeur ou pour la réduire si on travaille pour l'acquéreur. Ça se traduit également dans le cadre de la négociation du contrat. On peut négocier des garanties. On peut négocier des clauses d'indemnisation spécifiques si on a trouvé des failles qui ne sont pas débattables et qui ne peuvent pas être l'objet d'une indemnité par une assurance. Assurance à la fois de la cible et de l'acquéreur éventuel dans le cadre de l'opération. Et ça peut aussi être l'objet d'une clause qu'on appelle une clause de Material Adverse Change ou Material Adverse Effect qui permettra, entre la signature et la réalisation de l'opération, soit de réduire le prix, soit de sortir carrément de l'opération si on découvrait quelque chose qu'on n'avait pas vu ou quelque chose qui était détecté pendant cette période intermédiaire. Et on donnerait des exemples un peu plus tard, mais ça vient aussi informer ce genre de clause. Romain, quelque chose à ajouter sur cette... Non, je pense que voilà, ce qui est important et qui a été souligné par Emmanuel, c'est l'importance d'avoir des compétences, toutes les compétences utiles au sein d'une équipe intégrée pour pouvoir s'assurer que tous ces éléments sont observés, identifiés de manière efficace. Encore une fois, effectivement, il est utile de préciser la différence si on se situe du côté acheteur ou du côté vendeur, puisque du côté vendeur, il va être possible de mettre en œuvre potentiellement des mesures correctives durant cette phase en tout cas entre la pré-signature et la signature pour pouvoir corriger un certain nombre d'éléments et donc sécuriser un peu plus la valeur de la transaction. Ce qui ne va pas être le cas lorsqu'on est du côté acheteur, on va obtenir juste l'information pour prendre sa décision. Donc ce qui est important de comprendre là, c'est que c'est utile évidemment c'est nécessaire pour l'acheteur, mais c'est aussi une opportunité pour le vendeur de réaliser lui-même sa propre due diligence qu'il va pouvoir lui-même partager avec l'ensemble des différents acquéreurs. Donc,
une fois que la phase de pré-signature est faite, on passe, donc il y a la signature qui a eu lieu, l'accord est conclu, qui désormais a la responsabilité du risque cyber. Emmanuel. Donc, entre la phase de signature et la phase de réalisation, c'est encore le vendeur qui a le contrôle de la cible. Donc lui, il gère l'entreprise, simplement il est contraint par des règles qui vont se trouver dans le contrat d'acquisition. Parce que dans le contrat d'acquisition, on va trouver des garanties sur le passé, mais aussi des engagements pour cette phase-là et pour l'avenir. Ces engagements, ça peut être simplement de maintenir un certain niveau de stabilité en termes de cybersécurité. Ça peut être de ne pas trouver un nouveau prestataire trop important sans l'accord préalable du vendeur, de l'acquéreur, mais il ne faut pas que l'acquéreur devienne non plus le gestionnaire de fait, parce que sinon il pourrait violer certaines règles, notamment des règles de droit de la concurrence. Et une fois la clôture faite, la responsabilité et le risque cyber se placent de quel côté? À partir du moment où la réalisation a été faite, c'est l'acquéreur et la cible, donc ils vont devenir les responsables de l'entreprise. Le premier niveau de problème dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est le fait que, au terme du RGPD et d'autres types de règlements qui ont des mesures d'amende similaires, c'est-à-dire qui se fondent sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, le chiffre d'affaires global qu'on va voir, s'il y a eu une faille pour le passé, c'est le chiffre d'affaires global de la nouvelle entité. Donc, par exemple, dans l'affaire Marriott a acquis la chaîne d'hôtels Starwood, juste après le passage du RGPD et son entrée en application. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait une faille de sécurité qui était encore en cours, qui était en cours depuis un certain temps, sur les systèmes de réservation et les données du système de réservation de Starwood. Et la CNIL anglaise, qui s'appelle l'Information Commissioner, a déterminé que Marriott était en faute, qu'elle aurait dû voir ça, et qu'elle n'a rien fait. Le chiffre d'affaires qui a été pris en compte pour calculer l'amende de Starwood est le chiffre d'affaires du groupe Marriott. Donc il était considérable. Cette amende a été considérablement réduite après des démarches, notamment à cause du Covid, et puis parce que Marriott et Starwood ont coopéré avec l'Information Commissioner. Donc ça n'a été, entre guillemets, que 18 millions de pounds à l'époque, mais ça aurait pu être beaucoup plus élevé. Donc c'est pour illustrer le fait que la responsabilité vraiment doit être prise en main dès le jour du closing, donc c'est-à-dire le jour de l'opération réalisée. Et Romain, des exemples de surprises après la clôture d'une opération? Oui, tout à fait. Donc là, il y a un cas qui est probablement affiché à l'écran. Donc c'est un cas de litige post-acquisition. Là, en fait, c'est important d'avoir ça en tête parce que, d'une manière générale, les personnes n'ont pas forcément en tête qu'un litige post-acquisition peut porter sur des aspects IT ou cybersécurité. Et donc là, on a un exemple concret où une partie de ce litige, donc cet arbitrage international en l'occurrence, porte sur des aspects cybersécurité, parce qu'il y avait des clauses cybersécurité dans le Sales and Purchase Agreement. Donc il y avait des sortes de garanties qui étaient incluses dans ce document, qui sert de base pour ce litige, et qui potentiellement peut arriver à plusieurs millions d'euros finalement de la société qui a été achetée, puisque ce qu'elle avait indiqué dans ce contrat, en fait, ne reflétait pas la réalité. Et pourquoi c'est important d'inclure également les équipes cybersécurité IT lorsqu'il y a des opérations de fusion ou d'acquisition? C'est parce que ce sont eux qui doivent participer à la rédaction de ces clauses-là, parce que si elles sont trop larges ou trop permissives en termes de cybersécurité, elles vont conduire sur ce type d'action, et ce type d'action peut potentiellement coûter énormément d'argent si cette clause est mal rédigée. Si je vous suis bien, si l'acheteur n'a pas mené sa due diligence de manière correcte ou suffisamment approfondie, ce sera lui qui aura la responsabilité des incidents ou des risques liés à la cybersécurité postérieurement à la clôture de l'opération. Vis-à-vis du reste du monde, oui.
Et s'il y a des clauses qui sont raisonnablement bien ficelées dans le contrat, il est possible qu'il puisse se retourner contre son vendeur. Mais de toutes les manières, ça ne sera pas illimité, puisque ces clauses ont une durée très brève, entre 1 et 3 ans, disons. Donc si on s'en aperçoit 3 ans après le closing, ça sera trop tard. D'où l'importance, à nouveau, d'avoir mené une investigation, une diligence en profondeur. Un point sensible, c'est, durant toute la durée de l'opération, c'est l'échange de données. Échange de données qui peut être approfondi, mais néanmoins, tant que l'opération n'est pas close, eh bien, on n'est pas certain finalement que la fusion aura lieu, et on aura quand même échangé de la donnée. Alors, quelles précautions à prendre, tant sur les données personnelles que sur les données stratégiques? Pour commencer par les données personnelles, ces échanges-là, ils commencent dès le premier jour. On commence à s'échanger des emails, on commence à s'échanger ce qu'on appelle des information memorandum, qui décrivent un peu le business model de la cible, mais parfois son organigramme. Et puis ça commence à être plus approfondi dans le cadre de la due diligence. On ouvre une data room, on est tenté d'y mettre un peu tout ce qui concerne l'entreprise, des fichiers sur son personnel, sur ses clients. Ça peut se poursuivre aussi entre le signing et le closing. Il peut encore y avoir des échanges de données pour préparer le closing, notamment. On voit souvent des demandes pour préparer les fichiers de paye, par exemple, des salariés qui vont être transférés, qui doivent être prêts le jour J. Et puis, ça se poursuit, évidemment, après le closing, dans le cadre d'accords post-closing, notamment des accords dits de TSA, des accords de services transitionnels. Dans tous ces cas de figure, le RGPD implique qu'il faut passer plusieurs épreuves, entre guillemets. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une base juridique solide. En général, dans le cadre du dossier M&A, ça va être l'intérêt légitime de la cible ou de l'acquéreur ou du vendeur, mais aussi potentiellement de la cible. Il faut encadrer ça d'un point de vue contractuel. Alors même si parfois on prétend que ce n'est pas nécessaire, parce qu'on a affaire à des responsables de traitement indépendants, c'est un peu technique, mais c'est quand même vivement recommandé, parce que le cas de figure où l'opération ne se fait pas, par exemple, n'est pas prévu si jamais on ne le cadre pas. Et puis circonscrire aussi les finalités possibles d'utilisation de ces données qui peuvent être sensibles. On peut prévoir ce qu'on appelle des clean teams, data rooms, c'est-à-dire des data rooms à laquelle seules quelques personnes ont accès. Je ne sais pas pourquoi ça les rend plus propres, mais en tout cas ça les rend plus circonscrites. C'est des mesures de protection. On peut prévoir aussi des mesures d'anonymisation, mais ça c'est un standard très élevé. Et le plus commun, c'est des mesures dites de pseudonymisation, c'est-à-dire remplacer les noms des personnes dans les fichiers par des blancs, des noirs ou des chiffres. Et ça reste des données personnelles parce qu'on peut encore retrouver les personnes dont il s'agit. En tout cas, c'est le cas du vendeur. Donc toutes ces mesures, en fait, doivent être prises dès le départ, c'est le mieux, et c'est rarement le cas. Parce qu'autant il y a 10% de nos dossiers d'acquisition qui font l'objet d'une bonne due diligence, autant il y a encore moins de ces dossiers qui font l'objet d'un encadrement qui est pourtant de plus en plus nécessaire pour s'assurer que les partages de données soient bien encadrés tout au long du cycle de vie de l'opération. Romain, quelque chose à ajouter notamment sur les data rooms sécurisés? Oui, sur l'aspect cyber, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que donc, la due diligence en elle-même, elle a pour objectif de sécuriser cette valeur, elle a pour objectif d'analyser, d'identifier et de pouvoir fournir un état le plus objectif et réaliste de la cible à l'acquéreur. En revanche, ces données, elles sont partagées avant que l'opération elle se fasse, par nécessité. Donc, encore une fois, il faut que ces données elles soient sécurisées. Donc, la VDR qui va être mise en place, il faut qu'elle soit évidemment fournie par un fournisseur de services qui est fiable, qui dispose de ce niveau de sécurité qui est nécessaire. Il y a aussi un processus strict à suivre. Dans le cadre d'échanges de données, ça doit passer par les cabinets, par les échanges, ça ne doit pas être en direct avec les différentes personnes qui sont dans les différentes structures. Donc c'est aussi important, je pense, de sensibiliser un peu ces différentes personnes au sein des structures à comment va se passer cet échange de données, quelles sont justement ces différentes phases de la transaction, et comment agir, comment ne pas faire d'erreur, puisqu'au final, une erreur peut aussi avoir un impact très très négatif. Ces données qui vont être partagées, donc là, évidemment, on se focalise un peu plus sur les aspects
cyber et légaux, mais il va y avoir des données financières sur la structure qui vont être partagées, il va y avoir des données RH, des données d'un certain nombre de lignes métiers. Et concernant la partie cybersécurité pure, les données qui vont être partagées permettent potentiellement l'identification de failles dans les systèmes de la cible. Et donc, si l'opération, le pire cas, finalement, le pire scénario, serait que l'opération ne se fasse pas, que ces données finissent, qu'il y ait une fuite de données sur cette VDR, qu'elles finissent dans la nature et qu'elles mettent à risque encore plus la société cible, alors que l'opération ne s'est pas réalisée. Merci bien. Et ne parlons pas des données stratégiques ou de recherche et développement que la société cible pourrait démontrer à son acquéreur, mais que l'opération ne se fasse pas, et donc s'assurer que cette donnée, l'acquéreur ne la conserve pas. Il y a effectivement sur les données non personnelles, des secrets d'affaires, qui peuvent être des données de recherche et développement, mais qui sont plus larges que ça, puisqu'il suffit pour constituer un secret d'affaires que la donnée soit secrète, l'information soit secrète, fasse l'objet de mesures de confidentialité raisonnables et tienne une valeur du fait de son secret. Quand on répond à ces critères-là, on a des secrets d'affaires qui sont des actifs importants dans le groupe. Donc l'idée, évidemment, c'est de conserver cette nature de secrets d'affaires, donc de ne pas les divulguer dans leur intégralité, si on les divulgue même un peu, s'assurer qu'elles font l'objet de mesures contractuelles, mais aussi de VDR qui soient suffisamment sécurisées. Et puis il y a des données financières, par exemple des données sur des prix, qui sont réglementées par droit de la concurrence. Des concurrents ne peuvent pas s'échanger des systèmes de prix, des informations sur la façon dont les prix sont fixés, évidemment, puisque ça serait un cartel. Et donc ça aussi, c'est très très sévèrement réglementé, et les parties qui peuvent avoir accès à ça doivent être très très restreints. Très bien. Merci. Donc finalement, on se rend bien compte que la prise en compte de la cybersécurité est devenue essentielle dans une opération de fusion-acquisition. Ce n'est pas un sujet annexe qui se traiterait dans l'intendance des fonctions support, mais bien un élément qui va guider potentiellement la valeur, voire la réalisation complète de l'opération. Quelques mots à ajouter, Emmanuel? Pour conclure, je dirais qu'il faut vraiment faire en sorte que les équipes opérationnelles et juridiques travaillent constamment ensemble et se tiennent informées de ce qu'elles découvrent. Ça fait partie, je pense, des leçons qu'on a pu apprendre par le passé. Sans communication, on ne peut pas vraiment gérer une opération de M&A correctement, on ne peut pas négocier un contrat correctement, et on ne peut pas surtout intégrer, après la réalisation de l'opération, les systèmes de sécurité, les politiques, pour s'assurer que ça soit cohérent avec le reste du groupe. La barre réglementaire est extrêmement haute, et elle ne va faire que s'accroître. Donc l'environnement juridique est de plus en plus touffu, parfois vraiment très complexe à mettre en œuvre quand il y a des systèmes juridiques qui sont aussi étrangers. Donc il faut prendre ça en compte dès le départ, comprendre que chaque phase comporte ses risques, y penser tout de suite dès qu'on met en œuvre les premiers contrats de confidentialité, les premiers contrats d'échange d'informations. Et puis ensuite, tout devrait bien se passer si on a des consultants de qualité et des RSSI qui soient suffisamment responsifs. Romain, également côté cyber pur. Oui, côté cyber, ça rejoint ce qu'a dit Emmanuel juste avant. Ce qui est important, c'est d'avoir des équipes intégrées avec tous les savoir-faire qui sont nécessaires pour obtenir cette connaissance. Encore une fois, l'objectif de tout ce processus, c'est de sécuriser la valeur d'une transaction. Du côté vendeur, c'est important aussi parce que dans ce cas, c'est une opportunité de s'améliorer, une opportunité de corriger des choses. Et donc, au-delà de la transaction en elle-même, c'est l'opportunité de devenir meilleur et d'avoir une meilleure posture cybersécurité. Dans le cadre de l'acheteur, sans cet éclairage, la décision d'investissement est difficile et risquée. Et on s'est aperçu avec quelques cas qu'on a partagés aujourd'hui, mais il y en a quand même beaucoup plus. Il y a beaucoup de cas où des incidents surviennent après la transaction et ces incidents ont des impacts énormes sur la valeur de la société, qui peut être divisée par 2 en l'espace de 3 semaines. C'est des choses qu'on a déjà vues juste après une acquisition. Et l'aspect réglementaire également, on sait qu'aujourd'hui, et ça c'est l'actualité qui le dit, lorsqu'il y a des fuites de données,
Emmanuel indiquait que les implications potentielles sur RGPD, sur le chiffre d'affaires mondial, ça peut être de l'ordre de 4%. Et on voit aussi que la CNIL, par exemple, en France, met des amendes qui sont de plus en plus élevées, qui sont de plus en plus dissuasives pour les différentes structures. Donc voilà, donc ça c'est important. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'une opération de fusion-acquisition, c'est aussi les équipes techniques, le RSSI, qui doivent participer à cette opération et qui doivent aussi, ils ont leur rôle et leur impact à jouer sur ces documents et sur ce processus. Écoutez, merci beaucoup. Et donc, eh bien, en résumé, voici présenté à l'écran les différentes phases pour lesquelles la cybersécurité et la protection des données doivent être pris en compte, que ce soit la préparation, la due diligence, la planification dès le jour 1 de la signature et la phase suivant la clôture de l'opération. Peut-être juste un mot pour dire que ça s'applique à la fois si on est acquéreur, mais aussi si on est vendeur. Tu y as fait référence, mais préparer une acquisition pour un vendeur, c'est très important aussi. Le problème, c'est qu'en général, il veut que ça reste confidentiel même au sein de l'entreprise. Donc, c'est un peu plus compliqué pour lui de réunir toutes les informations nécessaires pour pouvoir présenter, entre guillemets, la mariée de plus belle façon. Mais c'est quand même très important de remédier aux failles les plus problématiques avant la phase de due diligence pour que l'acquéreur puisse avoir un dossier relativement propre devant lui. Et puis, effectivement, pour le vendeur, ça permet de maintenir, sinon de renchérir sa valorisation. Alors que s'il y a plein de failles qui n'ont pas été corrigées avant que ce soit l'acheteur qui fasse sa propre due diligence, on imagine bien que la négociation sur le prix peut être plus difficile. Exactement. Bien écoutez, Emmanuel et Romain, merci beaucoup. Je vous remercie au nom des membres du CLISIF et de tous les auditeurs qui sont en ligne sur le webinaire. Et si vous le permettez, place aux questions. Donc, posez vos questions en direct. J'en ai déjà une première que l'on n'a pas évoquée au cours de cet entretien. Une question de Bart. C'est la question des assurances. Bart nous pose la question. Souvent, avant la finalisation de l'achat, une assurance est prise. Et donc, la question, c'est où placer l'indicateur sur la transparence des résultats de la due diligence vers l'assureur lui-même. C'est une très bonne question. Et puis, et plus largement d'ailleurs, comment s'imbriquent les due diligence des assurances elles-mêmes sur l'opération par rapport aux due diligence menées tant par l'acheteur que par le vendeur. Alors voilà comment ça se passe concrètement. Donc là, on parle d'un type d'assurance très particulier qui sont des assurances qu'on appelle WAI, pour Warranty and Indemnity, qui sont contractées pour les besoins de l'opération elle-même. Ce ne sont pas les assurances de cybersécurité que l'entreprise peut avoir par ailleurs, et donc qui peut être bénéfique évidemment, mais là on parle d'une assurance sur l'opération. Donc dans ce cadre-là, imaginons qu'on ait à la fois une due diligence qui a été faite par le vendeur et aussi par l'acquéreur. Donc première due diligence, ce qu'on appelle une vendor due diligence, l'acquéreur va regarder aussi de son côté si la vendor due diligence est correcte et va faire son propre rapport. L'assureur va vouloir les deux rapports. L'assureur va vouloir les deux rapports et va poser des questions sur ce qu'on a trouvé dans les deux cas. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas assurer les problèmes qui ont déjà été identifiés. Ne pourront être assurés que ce qui, par définition, n'existe pas encore, c'est un contrat aléatoire, un contrat d'assurance, donc ça ne s'est pas encore produit par définition. Donc, il va exclure déjà du champ d'application de la police d'assurance tout ce qu'on a trouvé comme faille de sécurité. S'il y a eu un énorme incident de sécurité qui est encore en cours, par exemple, ça ne va pas être assuré. Ça devra faire l'objet d'une négociation entre l'acquéreur et le vendeur, séparé, mais ça ne sera pas dans l'assurance. Donc ça répond à la question sur l'imbrication déjà des due diligence. L'acquéreur ne va pas lui faire sa propre due diligence, mais en revanche, il va poser des tas de questions. Donc soit il les pose par écrit, et il dit « vous avez trouvé ça, est-ce que vous avez vraiment recherché telle et telle chose ?» Ou on va faire une visioconférence avec l'assureur, et il va nous mettre sur le grill, et va vérifier qu'on a vraiment fait une due diligence complète, pour pouvoir accepter de donner une assurance. Ensuite, en matière de cybersécurité, il y a des questions qui se posent sur le caractère indemnisable de certaines failles, en particulier s'il y a une amende. C'est encore débattu en droit français.
La CPR, par exemple, a pris la position que l'amende n'était pas indemnisable par une assurance. Mais ce n'est qu'une position de doctrine. Pour l'instant, on n'a pas un arrêt, on n'a pas une position législative qui dit que ces amendes ne sont pas indemnisables. Donc il faut quand même se méfier, regarder au cas par cas, pays par pays, si certaines amendes, notamment RGPD, sont pas indemnisables. Donc tout sous ça fait l'objet d'une phase, effectivement, dont on n'a pas parlé, mais qui est de plus en plus importante dans les dossiers d'acquisition. D'accord, merci. Autre question, jusqu'où peut-on aller légalement, alors dans une cyber due diligence, alors pardon, je prends une autre question, une question de Hakim. Est-ce que cette due diligence cyber peut être obligatoire au sens légal du terme, ou peut-elle être suspensive à la réalisation de l'opération? Qui sont deux aspects de la même question. Alors, obligatoire, il y a des obligations de maintien d'un certain niveau de sécurité dans certains règlements. Par exemple, dans le RGPD, il y a des obligations de maintien de niveau de sécurité, c'est ce qu'on appelle les mesures techniques opérationnelles, qui doivent avoir un niveau approprié. Donc, quand on fait une acquisition, c'est par implication obligatoire de faire cette vérification que la cible a atteint ce niveau. Mais ce n'est pas une obligation de faire cette due diligence-là, au sens où il n'y a pas une loi qui dit « vous devez faire une due diligence cyber ». Donc ça répond à la première partie de la question. Après, sur la deuxième partie, c'est la due diligence, le résultat peut être suspensif du closing ou de la signature. Ce qu'on appelle en fait des conditions suspensives. C'est pas tant le résultat de la due diligence qui va être suspensive, parce que pour avoir une condition suspensive, il faut déjà avoir signé le contrat. Donc c'est certaines choses qui vont devoir se passer entre le signing et le closing, qui vont permettre à l'acquéreur de dire à la fin, à une certaine date, si ça, ce n'est pas arrivé, à cette date-là, je peux sortir. Parmi les choses qui doivent se passer de temps en temps qu'on trouve, c'est le fait de remédier à des problèmes clairs, identifiés, dans les systèmes de sécurité de l'information, par exemple. On a trouvé une énorme faille, on a vu des données sur le dark web, on a vu que tous mes développeurs vendaient les codes sources de mon entreprise sur le dark web. Je veux plus de ça avant de faire l'acquisition. Remédier à ça, ça peut tout à fait faire partie des conditions suspensives. D'accord, très très bien. J'ai une question alors qui s'adresse un petit peu plus à Romain. Jusqu'où peut-on aller dans une cyber due diligence qui aurait des aspects de cybersécurité offensive? Découverte de la surface d'attaque, monitoring du dark web, test d'intrusion, OSINT un petit peu plus offensif, sans créer de risque juridique ou contractuel pour l'acquéreur. Le vendeur le fait sur lui-même, donc un peu moins, mais pour l'acquéreur. Non, tout à fait. Côté vendeur, c'est le vendeur qui décide ce qu'il a envie de faire. Après, du côté acheteur, c'est un peu la même chose. L'acheteur va indiquer à la cible qui souhaite faire une due diligence cyber, et c'est une discussion qu'il y a entre les deux parties. D'une manière générale, côté acheteur, il va pas y avoir d'action offensive. Donc la découverte de la surface d'attaque, elle va le faire de manière passive, c'est-à-dire qu'on va identifier des choses, mais on va pas tester la possibilité d'exploiter les vulnérabilités. Ensuite, ça va être du partage d'informations volontaires de la part de la cible. À partir de ces informations, il y a des sessions d'experts qui sont planifiées avec les différentes parties, les responsables de la sécurité de l'information, le DSI, toutes les personnes qui ont la connaissance et qui peuvent la partager avec nous. Et à partir de là, le rapport il est fait. Si la cible accepte des actions offensives, dans ce cas, finalement, la contractualisation se fera exactement comme c'est le cas dans une opération de test d'intrusion avec un prestataire, avec un contrat qui délimite très clairement le périmètre de l'action des tests, les clauses d'exit, donc d'arrêt des tests en cas de découverte de quelque chose. Et de toute façon, dans ce cas-là, le RSSI est évidemment au courant et c'est lui qui décide là jusqu'où on va. Mais d'une manière générale, côté acheteur, c'est plutôt rare qu'on fasse des tests offensifs. Effectivement, à moins que le vendeur l'accepte,
pour prouver sa robustesse. Le vendeur doit l'accepter, sinon ça serait pénal. Bien sûr. Mais il y a des domaines d'activité financiers où, par exemple dans l'hospitalité, après l'affaire Marriott, où on va avoir du mal à faire une acquisition sans que les systèmes de la cible aient été testés de façon offensive, vu le degré de sécurité qu'on demande à ces systèmes-là. Dans le domaine de l'hôtellerie, par exemple, ça va être de plus en plus commun de faire des analyses offensives. Ça permet d'enchaîner sur une question qui est intéressante, hein, notamment pour les sociétés acquéreurs qui ont des équipes ou des services d'audit interne. Est-ce que la due diligence peut être réalisée par un service d'audit interne de l'acquéreur ou l'acquéreur doit-il obligatoirement passer par un cabinet tiers? Je pense que ce qui est important, c'est l'indépendance de cette activité. Qui dit audit interne dit, alors pas tout le temps, mais la plupart du temps, des grosses institutions financières, parce que historiquement, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il y a de l'audit ou de l'inspection. Ce qui compte, c'est que les personnes soient formées pour ça. Si c'est le cas, quand on est du côté acheteur, je pense que l'indépendance, elle sera remplie si ce sont les équipes internes qui le font, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ce qui parfois peut être plus compliqué, c'est l'intégration avec l'aspect légal de la transaction, parce qu'il va falloir habituer. C'est-à-dire que c'est pas dans le même cadre que ça se fait que l'habitude qu'ils ont de le faire en interne. Mais donc voilà, c'est possible. Il n'y a pas de loi qui interdit de le faire à partir du moment, encore une fois, où l'acquéreur est d'accord pour faire ça. Il faudra qu'il respecte aussi tout ce qu'on a évoqué par rapport à la VDR, l'échange de données, voilà, que ça ne soit pas fait en direct avec la cible, que ça passe bien par les différents interlocuteurs et différents cabinets. Le bénéfice de l'audit externe, enfin, il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment que si on demande à tous les RSSI de faire des audits des cibles, on n'a plus le temps de faire que ça. Donc un problème de disruption opérationnelle. Ensuite, quand on fait appel à un externe, en général, ça va beaucoup plus vite parce que ce sont des gens qui font ça toute la journée, donc ils ont l'habitude ils ont leur checklist, ils ont leur tableau de bord que Romain a illustré tout à l'heure. Et puis, d'un point de vue purement sécuritaire, du point de vue du board, quand on a le tampon d'un FTI, par exemple, on est beaucoup plus à l'aise. On bénéficie aussi de son assurance responsabilité civile. Donc, on a quelqu'un qui est derrière les trouvailles qu'on a faites et on peut se retourner aussi contre lui s'il y a eu un problème. Donc, tout ça fait que ça milite en général pour des opérations assez significatives vers un audit externe. C'est vrai qu'il y a un petit point qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est la durée, le temps d'une due diligence. Alors, en ce qui concerne la cyber, sur un audit classique, ça va durer 5-6 semaines. Sur la due diligence, en général, c'est des opérations qui sont pressées dans le temps. Donc une due diligence cyber, elle va se dérouler plutôt sur 2 ou 3 semaines maximum. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, il faut qu'on ait fait le tour du sujet et que le rapport soit validé et transmis à la partie. Sans compter que le vendeur pourrait objecter que l'acheteur étant partie à la transaction, son auditeur interne aurait tendance à aggraver la vision de la situation et donc de baisser la valeur estimée de l'achat en mettant en avant des risques un peu surévalués. Parce qu'un cabinet tiers, ce biais ne sera pas suspecté vis-à-vis d'un cabinet tiers. Une autre question de Eric qui a trait cette fois-ci à la souveraineté. Lorsque l'acquisition relève de la procédure d'investissement étranger en France, quel degré de transparence ou de type de données l'État lui-même pourrait avoir à en connaître? Peut-il modifier l'équilibre des responsabilités ou même de la profondeur de la diligence pour protéger l'entreprise objet de l'achat au titre des intérêts de la nation? Oui, il y a cette loi sur les investissements étrangers donc, a été étendue depuis le premier décret Montebourg qui avait été fait à la faveur de l'acquisition de Arcelor par Mittal.
Depuis ce temps-là, ça a été largement étendu. Donc maintenant, on retrouve aussi les domaines pharmaceutiques, le domaine financier, le domaine de l'armement évidemment, mais aussi le domaine de la cybersécurité, de l'IT de façon générale. Et donc on trouve de plus en plus de questions de l'État sur les niveaux de protection de cybersécurité et le niveau de protection des données personnelles dans les centres d'intérêt qu'ils peuvent avoir pour autoriser ou non l'opération. En général, moi j'ai toujours fait des dossiers où c'était plutôt bien ficelé et on avait déjà les réponses aux questions qui étaient posées, mais il est possible dans certains cas, il faille retrouver certaines informations qui ne figurent pas directement dans les due diligence qui ont été faites soit par les externes, soit par les internes. C'est tout à fait possible. Effectivement, et puis on a des cas où l'État se pose des questions sur le niveau de profondeur de la due diligence acheteur quand c'est un investisseur étranger, en s'étonnant d'un niveau de profondeur ou d'un niveau de détail sur les questions qui vont au-delà du simple besoin d'une assurance raisonnable, qui laisserait à penser que les intentions de l'acheteur ne sont pas d'acheter mais de récupérer de l'information. C'est des choses que vous avez, sans citer qui que ce soit, déjà rencontrées dans des opérations. On l'a vu récemment, je pense, dans l'actualité. C'était cette cession d'actifs d'une société qui avait une opération militaire. Et donc les intentions de l'acquéreur ont été, je pense, scrutées avec attention. Moi, je n'étais pas dans le dossier, mais scrutées avec attention. Mais je crois que l'État a fini par avoir une golden share qui lui donnait un certain niveau d'assurance sur ce qu'allait faire l'acquéreur avec l'entreprise. Très bien. Eh bien, écoutez, Emmanuel, Romain, nous n'avons plus de questions. Donc, je vous remercie tous les deux pour vos interventions sur un sujet qui a quand même entraîné pas mal de questions. Ah pardon, j'en ai une dernière. Pouvez-vous nous redonner la statistique sur le nombre de deals annulés à cause d'un problème de cybersécurité? Je crois que c'était effectivement dans les premières minutes du webinaire. On va remonter les slides, mais il me semble que c'était dans la première ou la deuxième slide. Un peu plus d'une sur deux. Alors, ce qu'il faut comprendre, Oui. c'est que d'une manière générale, dans les transactions, il y a moins de 10% qui intègrent un aspect cyber. Au sein de ces un peu moins de 10%, c'est un peu plus d'une sur deux qui va être soit suspendu, soit abandonné parce qu'il y a effectivement des sujets cyber qui présentent un risque qui est supérieur à celui acceptable par l'acquéreur. Alors on imagine que dans les 10%, s'il y a une due diligence cybersécurité qui est faite, c'est parce que c'est dans un domaine qui s'y prête plus particulièrement, parce que c'est pas encore une pratique généralisée. Donc c'est possible que comme il y a un point d'attention particulier qui est porté sur ce domaine, ça se prête plus à l'abandon ou à une modification de l'opération du fait des découvertes qu'on puisse y faire. C'est-à-dire que, si je comprends bien, quand on commence à regarder, eh bien, ça peut être le cas dans d'autres domaines, mais si on commence à regarder le domaine cyber, eh bien, on trouve des problèmes qu'on n'aurait pas imaginés, des coûts cachés que l'on n'aurait pas imaginés sinon. On peut imaginer que si ça portait sur 90% des opérations, le taux d'abandon serait quand même plus faible, parce que ça serait sans doute moins sensible, ne serait-ce que par définition. Tout à fait. En tout cas, et c'est votre recommandation, c'est dans une opération de fusion-acquisition, une due diligence cyber est nécessaire. Et nous savons bien au Clusif que nous dirions qu'elle est plutôt indispensable. Merci à vous deux. Merci à nos auditeurs et au nom du Clusif à nouveau, je vous remercie et nous donnons rendez-vous aux auditeurs pour le prochain webinaire du Clusif.